présente une femme, une mère, une exilée, une artiste et activiste féministe. Elle est née en Iran dans une famille immigrée d'origine afghane. Elle est retournée en Afghanistan, son pays d'origine, en 2003. Elle quitte l'Afghanistan après 5 ans à cause de menaces des talibans. En arrivant en France, elle poursuit ses études et ses activités de militante féministe en France. Madame Shakiba Davoud, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je remercie l'association OMID de m'avoir invité ce soir ici pour parler du sujet d'Afghanistan. Évidemment, je suis très jeune pour pouvoir parler de l'ampleur de situation en Afghanistan, mais j'essaie de faire quelque chose à mon niveau. Je pense que je vais vous ennuyer un peu parce que je vais devoir lire sur le texte que j'ai écrit et je ne suis pas très à l'aise en public. Voilà, j'espère qu'on passe un bon moment. Voilà. On va se repasser. Voilà, mais je sais faire la comédie. De temps en temps, vous pouvez me dire comme ça, je vais essayer d'arrêter le texte. C'est ça qui fait le charme. Ah, tant mieux. Alors, on commence, ça va être un petit peu long, désolé. La femme victime des influences extérieures à l'Afghanistan. Il ne faut pas croire que la situation catastrophique des femmes en Afghanistan est le résultat d'une culture rétrograde qui ne parviendrait pas à changer. Je vais vous parler d'une triste histoire, une histoire d'un pays qui a fait progresser la condition des femmes au XXe siècle au rythme des pays les plus avancés. Malgré la pauvreté, malgré le peu d'emprise des élites sur la réalité rurale de ce pays immense. Je vais vous raconter l'histoire d'un pays qui fut à chaque fois trahi dans cet effort par des influences irresponsables de l'étranger. Parce que l'Afghanistan a toujours été difficile à maîtriser et à influencer, exciter les passions à propos du corps de la femme a systématiquement été le moyen d'orienter l'opinion politique dans le pays. Dans les années 1920, des femmes entrent à l'Assemblée nationale en Afghanistan. Elle obtient dans la loi la liberté vestimentaire, l'interdiction de la polygamie, l'interdiction du mariage temporaire et l'établissement d'un âge minimum à 18 ans pour le mariage. Pour la première fois, des jeunes filles ont la possibilité de terminer leurs études secondaires et passer le baccalauréat. Bien sûr, pendant cette période, les traditionalistes exercent leur influence, mais ils sont ignorés par le gouvernement du roi Amanullah Khan. Au contraire, le pouvoir ne cesse d'empirer, d'émanciper les femmes. Les religieux mènent des révoltes, toutes écrasantes par l'État. Les Anglais, très présents dans toute la région, souhaitent affaiblir le roi Amanullah Khan parce qu'ils menacent leur emprise. Toujours prompts à utiliser les haines ancestrales pour maintenir leur mainmise dans l'Empire, la terrible ingénierie de la haine coloniale prend l'initiative de soutenir et manipuler une nouvelle révolte. Ils soutiennent les religieux opposés à la transformation rapide de la société. Cette révolte débouche sur l'installation du roi Habibullah qui stoppe net tout progrès en la matière. Au final, cette nouvelle monarchie installée pour satisfaire les religieux continue quand même à faire progresser le droit des femmes. La preuve en est l'installation au sein même du Palais Royal, une école des filles. Des années 30 aux années 70, le progrès de la condition féminine est constant et ininterrompu. L'arrivée des soviétiques en 1979 aurait pu théoriquement contribuer à achever d'établir l'égalité homme-femme en suivant les préceptes du communisme.
Malheureusement, il ne fait que détruire tous les acquis de la monarchie. La faute en revient à la brutalité du régime communiste en place depuis 1978, ainsi qu'à la violence de l'invasion qui plonge la population dans des conditions d'existence moyenâgeuses et éradique toute vivacité intellectuelle. Dans les villages à flanc d'Himalaya, le premier contact significatif avec la modernité est celle de bombardements aériens et des colonnes de blindés. Il n'y a plus d'élite éclairée à Kaboul et l'ambiance est plutôt au refuge dans la tradition aux repères que sont la tribu, le village, la famille, la foi. L'anéantissement de tous les progrès acquis par les périodes antérieures est également la faute des Occidentaux, qui, pour contrebalancer l'influence soviétique, soutiennent le plus dur extrémiste de cette société de guerre. C'est... Excusez-moi, oui, vous pouvez parler un tout petit peu plus fort parce qu'on a du mal à vous comprendre derrière. d'accord, je vais essayer. Désolée. Alors, c'est à cette époque qu'apparaît pour la première fois l'islamisme en Afghanistan. Nous sommes dans les années 80 et l'islam devient donc politique dans le pays, du fait de l'influence des Occidentaux qui financent et arment les freedom fighters venus des pays arabes. Dans les médias, on assiste à l'héroïsation de la figure du Moudjahidine, qui se bat dans les montagnes avec des armes légères contre l'armée la plus redoutée au monde. C'est David contre Goliath. N'oublions pas que l'Afghanistan est alors un pays communiste, désormais dans la sphère d'influence de Moscou. Les Occidentaux investissent les recoins les plus traditionnalistes du pays et font du corps de la femme le sujet principal d'une nouvelle politique, parce que la liberté des femmes est le symbole de la nouvelle ère communiste de l'Afghanistan, que cette liberté insulte les hommes suivant le code de l'honneur traditionnel. Alors retrouver son honneur en tant que l'homme signifie combattre le régime. Au même moment, le pays est rongé peu à peu par la présence de nombreux seigneurs de guerre. Motivés par le pouvoir et l'emprise militaire, chacun rêve un jour de s'imposer à Kaboul, à la faveur d'un coup d'État, bien sûr. À l'étranger, la machine de guerre anticommuniste commence à distribuer armes et argent aux seigneurs de guerre les plus portés par un message religieux, voire islamique, c'est-à-dire anticommuniste. Il y a alors concurrence entre seigneurs de guerre pour se donner l'apparence la plus fondamentaliste possible, fut-elle surjouée et théâtralisée, afin de récolter le plus de fonds étrangers qui existent. L'une des manières de prouver sa radicalité aux yeux des spécialistes des agents occidentaux est donc de traiter durement les femmes. C'est à cette époque que pour la première fois de l'histoire du pays, on fait porter du tchadori ou de burqa aux femmes afghanes. La fameuse burqa qui fait tant peur aux Occidentaux, aujourd'hui, c'est donc pas la résurgence d'un Orient moyenâgeux à l'opposé de la modernité occidentale, il en est un produit. La lutte anticommuniste devient un marché de djihad, dont l'apogée sera la fin de la guerre contre les soviétiques. Dès le départ de ces derniers, on assiste au krach de l'économie du djihad. Les pays arabes et occidentaux cessent de jour au lendemain leur soutien logistique, idéologique, militaire et financier. Ben Laden, par exemple,
un freedom fighter reconnu devient un terroriste. Haqqani est blacklisté après des années de hommages comme héroïque Mujahideen. L'industrie de djihad est désormais tellement inutile que même l'Occident oublie son existence. Alors que la condition des femmes est au plus bas, on trouve un moyen de l'aggraver encore, sous l'influence cette fois du Pakistan. En pleine guerre civile, le commandant Massoud, aidé par Delhi, prend Kaboul. Le Pakistan, alors obsédé par sa guerre larvée contre l'Inde, prend peur, puisque l'Afghanistan avait été préparé par l'Occident à islam politique et puisque le Pakistan a des dizaines de milliers d'enfants de réfugiés afghans sur son territoire, alors il forme le mouvement des étudiants en religion, les talibans, sur son sol. En véritable apprenti sorcière, le Pakistan forge ainsi une puissante force militaire électrisée par une idéologie secondaire moderne très efficace sur le plan tactique, avec pour mission de reprendre Kaboul et transformer l'Afghanistan en allié indéfectible et ennemi naturel de l'Inde. Parce que le monstre d'islamisme politique s'est retourné contre l'Occident via Al-Qaïda dans les années 90-2000, l'Afghanistan est finalement envahi par la coalition internationale et sera nettoyé de cette maladie de fanatisme qui avait contaminé le pays. Les Occidentaux arrivent et annoncent fièrement leur apport au pays. La condition de la femme est rétablie et protégée, bien plus encore qu'avec les soviétiques. L'amélioration du statut de la femme est mise en avant par la condition pour par coalition pour légitimer son occupation. Mais beaucoup d'enfants afghans vivant l'invasion étrangère, beaucoup d'Afghans vivent l'invasion étrangère comme une sorte d'humiliation. Et le nombre mort provoqué par une présence militaire massive et pâteuse la rendent détestable peu à peu. Inévitablement, la présence occidentale est haïe par une partie de la population. D'autre part, l'arrivée de l'argent étranger crée des tensions sociales. Une partie de la population, en travaillant pour les ONG et les programmes gouvernementaux, gagne des fortunes. La classe sociale la plus haute est donc celle qui travaille pour l'Occident. Elle est très corrompue, très hypocrite sur sa manière. Voilà. Sur plan moral. Et même un mode de vie débauché. Cette inégalité sociale inédite crée une très violente haine contre les valeurs prônées par l'Occident. Qu'en pense l'Afghan de la rue? Il se met à considérer à nouveau le corps de la femme comme un objet politique. Politiquement, il ne supporte pas l'humiliation d'être dominé par une puissance étrangère. Il ne supporte pas de voir ses neveux ou ses voisins tués par les bombes occidentales. Et politiquement, il ne supporte pas non plus l'hypocrisie et corruption de la bourgeoisie humanitaire. Dans sa conception politique de ce que doit être une société juste, le statut de la femme en fait le futur. Je vous ai parlé de l'histoire de la condition de la femme en Afghanistan et les raisons de cette présence si étrange.
l'actualité me laisse entrevoir quelques événements futurs. À nouveau, au moment où nous parlons, il se passe l'un des moments politiques les plus importants pour l'histoire de ce pays. Washington qui se débarrasse d'une guerre interminable et impopulaire aux États-Unis, s'est mis à discuter directement avec les talibans, sans même inclure le gouvernement démocratiquement élu de Kaboul. Se déroule en ce moment des très difficiles négociations entre Américains et talibans. Ennemis depuis des années, mais obligés de se retrouver autour d'une même table. Car finalement, Américains et talibans veulent la même chose. Les premiers veulent partir quand le second lutte pour qu'ils partent. Les Américains... 3 minutes. 3 minutes. Oui. D'accord, j'essaie de juste lire une petite fin. Il ne faut pas avoir une vision conspirationniste de l'histoire de la condition de la femme en Afghanistan. Il n'y a pas de volonté délibérée et constante de puissances étrangères de torturer les Afghans tout au long de l'histoire. Il y a bel et bien un démon ancien et profond dans la culture afghane, empire de religiosité abrahamique qui ignore la femme et la met au service de l'homme. Comme dans tous les pays du monde, l'Afghanistan s'est ouvert peu à peu au cours du XXe siècle aux idées et au progrès et d'ouverture. Donc, je pense que c'est assez. Donc, je pense que vous êtes plus ou moins au courant de ce qui se passe actuellement en Afghanistan. J'étais vraiment d'accord sur certains sujets avec Madame Shafiq et je pense que nous vivons en Afghanistan et en Iran dans des pays où le gouvernement est totalitaire et on n'a pas assez de liberté d'expression. Mais sauf que je trouve en Iran, il y a un potentiel actif de révolution chez les femmes, alors que les femmes afghanes, elles sont inalphabètes souvent, et ils ne se rendent même pas compte ni de leurs droits, ni de ce qu'ils doivent, pourquoi il faut combattre. Ils ne savent pas ce que ça veut dire la liberté. Donc, tant qu'elles ne sont pas au courant de ce que signifie la liberté, donc elles vont pas aller chercher cette liberté. Merci beaucoup. Merci. Merci.